Je vais vraiment bien vous présenter un travail sur les atteintes hématologiques sur les histiocytoses longues anciennes de l'enfant. C'est un travail que je commençais dans le cadre de DIOP et avec l'aide du registre des histiocytoses français. Et c'est une étude avec une cohorte de 343 patients. Et historiquement, les atteintes hématologiques, on les appelait aussi la maladie de Lederer-Civet. Là, vous avez les deux médecins, Erich Lederer et un Allemand. Ça fait à peu près 100 ans qu'il a décrit les premiers cas. Il a fait aussi après une belle carrière quand l'Allemagne a été sous le régime de national-socialisme. Donc je pense que c'est pas mal qu'on change un peu les noms. Et donc c'est ce qu'ils ont décrit. Et après des autres médecins, c'est des enfants, surtout les petits enfants. L'enfant de Lederer, il a quand même eu 6 ans, avec une maladie très grave, très fébrile, très inflammatoire, avec des grandes fièvres, des cytopénies, des hépatosplénomégalies. Évidemment, ce n'est pas des photos des publications originales, de l'acide, des infiltrations cutanées, des lésions osseuses et des infiltrations pulmonaires, des ganglions. Donc, c'était vraiment des maladies multisystémiques. Et donc nous, on voulait caractériser ces patients un peu plus parce que finalement, dans la littérature, il n'y a pas autant de données. C'est plutôt des cas ou des petites séries de cas. Il y avait deux publications plus grandes, mais il faut focaliser plus sur le SAM dans les LCH. Et c'est quand même un des atteintes de plus sévères. La plupart des patients qui décèdent d'une histiocytose longue ancienne, historiquement, ils ont eu une atteinte hématologique. C'est un des 3 organes à risque qui a l'indication de la chimiothérapie. Donc, historiquement, on définissait par les critères de l'AI, qui étaient formulés il y a 50 ans. L'atteinte hématologique ou le dysfonctionnement a été défini par une hémoglobine inférieure à 10, des plaquettes inférieures à 100 et des neutrophiles inférieurs à 1500. Et c'est aussi la définition qui est encore maintenant utilisée dans le SCH4. Et nous, on n'est pas les premières de faire ça. On a partagé ces groupes dans une groupe modérée et une groupe plus sévère. Et là, c'est l'hémoglobine inférieure à 7, des plaquettes inférieures à 20 et des neutrophiles inférieurs à 500. Et ça, c'est aussi les critères pour des besoins transfusionnels. Donc, c'est une classification qui est assez proche de la pratique, qui colle aussi, qui est vraiment bien stratifiée. Et c'était déjà proposé par plusieurs gens, mais ce n'était jamais validé avec des frais data. Donc, on a pris les patients de registre français, donc 43 à 2023, 40 ans des patients, 60 ans après la première publication. On a commencé à inclure des patients, donc on a eu 2200 patients avec une LCH qui était diagnostiquée à moins de 18 ans. Et il y avait en total 409 patients qui ont eu une cytopénie à un moment de leur parcours de maladie pour remplir les critères de l'ARI. Mais on a exclu 66 patients. Il y a des patients qui ont fait des autres hémopathies ou des autres maladies malignes. Il y avait aussi des patients qui ont fait des hémorragies suite à une atteinte de la foie et des autres maladies. Et finalement, il y a aussi des patients, 57 patients qui ont fait des cytopénies après le début du traitement. Et donc, on pensait que c'était plutôt la chimiothérapie et c'était très tempéraire, donc ils ont aussi exclu. Finalement, on a eu 343 patients. Et la moitié en atteinte modérée, la moitié en atteinte sévère. Et dans les groupes sévères, il y a encore un tiers des patients qui remplissent les critères pour un SAM. Quand on regarde les caractéristiques du patient, on voit que le sexe est très équilibré. Dans le groupe sévère, il y a un peu plus de filles et dans le groupe dans le groupe modéré, il y a un peu plus des garçons, mais globalement, c'est vraiment très, très équilibré. Ça, on sait déjà, les patients avec une atteinte hémato, c'est des patients qui sont vraiment jeunes. On voit que l'âge au diagnostic de la histiocytose, c'est 1,1 an. Et l'âge de l'atteinte hématologique, c'est très proche. Et on voit que les patients avec une atteinte sévère sont encore plus jeunes que ceux avec une atteinte modérée. Et ça, c'est les NUM des deux différents groupes, le médian. Et on voit que les sévères sont plus graves que le modéré. C'est ce qui concerne les organes à la première présentation.
Il y a beaucoup de fièvre, comme historiquement décrite, à 50% des cas. L'atteinte hématologique, c'est présent souvent déjà au début avec 80%. Et ceux qui ont présenté avec un SAM, c'était vraiment la première poussée. C'est tous les patients qui ont présenté un SAM, c'était tout au début. Il y a aussi les atteintes osseuses, comme dans les LCH globalement. Et c'est ce qui sort un peu, c'est les autres organes à risque, la rate et le foie, où il y a beaucoup d'atteintes déjà au début et aussi beaucoup d'atteintes cutanées. Quand on regarde les organes qui sont atteints à un moment de leur maladie, on voit que les atteintes osseuses, c'est pareil dans les deux groupes sévères et modérés. Mais les atteintes cutanées, c'est beaucoup plus dans les patients sévères. Et surtout le foie et le poumon, c'est aussi significativement plus dans les patients avec une atteinte sévère. Les atteintes neurologiques et hypophysaires sont plutôt équilibrées. Le nombre de poussées par patient, il y a 40 patients qui ont juste fait une poussée et quand même la plupart des patients ont 2 ou 3 ou plusieurs épisodes de leur maladie. Au plan génétique, ça c'est pour le moment pas très surprenant que ces patients ils ont beaucoup de mutations BRAF601. On vient de parler que c'est un facteur de risque chez les enfants. Mais c'est quand même impressionnant que, déjà, on a pas mal de données. On a un tiers des patients avec des études moléculaires. Je rappelle, c'est des patients qui datent des fois 40 ans, des cas. Et les sévères sont presque tous BRAF601 et même les modérés, c'est encore 80%, ce qui est aussi plus qui est décrit dans la LCH de l'enfant globalement. Il y a un peu de MAP kinase ici dans les modérés. On s'est demandé aussi pour les patients qui ont atteint d'un SAM, est-ce qu'il y en a plus qui les prédisposent? Et on a fait pour 11 de ces patients une puce génétique pour voir s'il y a des mutations dans les gènes des histiocytoses familières. Mais il n'y avait rien qui est sorti comme signal, donc on n'a pas génotypé les autres. Et il y avait 2 patients avec des mutations hétérozygotes, mais les data fonctionnelles ne supportaient pas vraiment un impact de ces mutations. Donc le SAM dans les atteintes hématologiques, c'est fait vraiment partie intégrale de la maladie et ce n'est pas lié aux autres mutations. C'est ce qui concerne les infections, on sait que c'est un facteur de déclenchement pour des SAM. Il y avait 15 patients qui ont eu une infection virale aiguë, dont 10 des CMV. Le EBV il est bien connu pour déclencher des SAM. Et pour ces patients-là, la plupart étaient des atteintes sévères pour 9 patients. Mais le traitement antiviral n'a pas changé le parcours de traitement. Et finalement, 15 patients sur 343, ce n'est pas beaucoup. Donc on sous-estime peut-être un peu parce que ce n'était pas quelque chose qui était recherché à l'époque. Mais on pense aussi que l'infection, ce n'est pas l'élément clé dans le SAM de LCH. Le rôle de la morphologie, on a déjà entendu parler de le prélèvement de la moelle osseuse. Donc ça, c'est vraiment la cytologie. C'est aussi beaucoup des données avant l'arrivée d'immunomarquage pour le CD207 et le 1.1. Donc pour un tiers des patients, on a eu des comptes rendus. Il n'y avait pas de relecture systématique, mais il y avait quand même quelques-uns qui étaient relus à l'époque. Et on a eu un envahissement pour 32 de ces 118 patients. Et c'était plutôt une tendance que c'était plutôt les patients sévères, mais aussi quelques-uns avec une atteinte modérée. Et la quantification de cet envahissement ne collait pas vraiment avec la gravité clinique. Il y a des patients qui ont une atteinte très sévère sans qu'on pouvait dire cytologiquement que c'est une LCH, même si ce n'était pas toujours simple. Il y a aussi des hémophagocytoses qu'on peut constater sur la moelle. Ça, c'était 20% et c'était plutôt dans la groupe sévère. Il y a aussi des cas de myelofibrose. Ça, c'est rare, mais c'est plutôt observé plus tard dans le parcours de traitement, peut-être aussi lié à la chimiothérapie lourde que ces patients ont eu. Donc, la fonction de la moelle osseuse est importante pour le diagnostic différentiel et maintenant, dans l'ère moléculaire, ça peut de nouveau avoir une importance, mais pour la stratification de maladies, ce n'est pas très utile.
C'est ce qui concerne les traitements. Les patients étaient dans les études à l'époque et la plupart ont reçu une première ligne avec l'amplastine et corticoïdes. La deuxième ligne avant 1997 n'était pas très structurée. On a essayé un peu du tout. Et avec l'introduction en 98 de 2-CDA cytarabine, ça a amélioré beaucoup la prise en charge. Et après 2014, l'introduction des MAP kinase inhibiteurs qui a révolutionné le pronostic de ces patients. Donc ça, c'est les données pour la cohorte. Et il y a presque tous les patients de la groupe sévère qui ont imposé la ligne avec vinplastine et corticoïdes. Pas tous avec les atteintes modérées, qui met déjà un peu en question si c'est une régression spontanée sans traitement. Est-ce que c'est vraiment une atteinte à risque? Et le traitement plus lourd, le 2-CDA-cytarabine, c'était un quart des patients de la groupe sévère. Et la greffe de moelle osseuse, il y avait 7 patients dans cette cohorte qui étaient greffés. Pour la plupart, ça n'a pas très bien marché. Soit ils sont décédés liés aux toxicités de la greffe ou aussi à des rechutes plus tard. Et les inhibiteurs de MAP kinase, ils sont utilisés dans les deux groupes, maintenant à 15% de patients de la cohorte totale. Ce qui concerne le devenir des patients, en total de les 343 patients, il y avait 47 patients qui sont décédés. On a un suivi de presque 8 ans, ce qui est énorme. Et quand les patients ont décédé, c'était en moyenne 1 an, donc très tôt dans le parcours de maladie. Et on voit ici la stratification par l'ère de traitement. Donc ça, c'est la cohorte historique avant l'introduction de 2-CDA-cytarabine. Et on voit que la mortalité était quand même énorme, à 50%. Des patients qui sont décédés. L'introduction de 2-CDA-cytarabine a sauvé quand même beaucoup de ces patients. Et ici, c'est la courbe pour les inhibiteurs de MAP kinase. Donc, depuis l'introduction, il n'y a que 2 enfants qui sont décédés, un qui a jamais reçu de traitement et l'autre où c'était abandonné. Donc ça, c'est quand même une activité énorme pour ces médicaments. Les patients qui sont décédés, pour 44, c'était un LCH qui était encore actif. 20 patients sont décédés à des infections bactériennes, plutôt liées probablement au traitement. 16 patients à des hémorragies et 2 patients avec des LCH pulmonaires, des déficiences multi-organes. Il y a 2 patients qui ont fait un LAM dans cette cohorte-là. Il y a des autres infections, aspergillose, méningite et encore des cas un peu plus anecdotiques. On voit que notre stratification arrive quand même très bien à stratifier ces 2 groupes-là. Ça, c'est le survie dans les 2 groupes. Et on voit que l'atteinte modérée, même historiquement, avant le 2-CDA, avant le traitement par inhibiteur de MAP kinase, la survie de ces groupes elle est excellente. Et les décès sont exceptionnels. Et le groupe avec une atteinte sévère, la mortalité était 25%. Et ça, c'est même maintenant, on arrive à sauver presque tous les enfants. Ça, c'est un point qui est encore nouveau, qui demande un peu d'attention. Donc ça, c'est un signal qu'on a eu quand on a regardé le devenir à long terme, que ces patients ont quand même eu un risque de neurodégénération qui était plus importante. On a déjà entendu parler avant que l'incidence, c'est un peu débattable, mais sur la cohorte française dont on se passe sur cette cohorte-là, il s'était plutôt décrit à 5% en global. Et on sait que le BRAF 600E, c'est un facteur de risque. On sait que ces patients-là, ils ont presque tous les BRAF 600E. Mais c'est quand même 20% à 20 ans pour ces patients. Et ça, c'est dans les 2 groupes, les modérés et les sévères, qui sont à risque. Donc, pour conclure, les critères de l'ARI, ils ne sont probablement pas assez restreints pour définir l'atteinte hématologique. Et nous, on propose qu'il faut vraiment considérer l'atteinte hématologique quand on est en dessous de 7 grammes pour l'hémoglobine et quand on a besoin de transfusion de plaquettes. Donc, vraiment les besoins transfusionnels pour l'atteinte hématologique. Je vous ai montré que c'est presque tous des mutations BRAF 600E. Et ça, on peut bénéficier sur le plan thérapeutique. Dans ces patients-là, on peut le traiter même avec des inhibiteurs de MAP kinase avant qu'on a l'analyse, si on a besoin, parce que ça marche toujours, presque, je dirais. Et on voit que les SAM, c'est une atteinte intégrale de cette maladie, de la LCH. Il n'y a pas d'autres mutations qui sont culpables. Et l'atteinte neurodégénérative, il est quand même assez fréquent. Et là, c'est encore à discuter pour le suivi de ces patients. Soit on le fait avec les neurofilaments
ou avec des IRM, et ça, c'est encore en discussion. Mais ces patients-là, ils méritaient pour nous un peu plus d'attention. J'aimerais bien remercier Jean Donadieu et Perrine McPera qui a fait le lien avec Jean, et Mohamed et toute l'équipe de registre des cystitoses, les patients, parents et tous les médecins qui ont contribué à cette étude. Merci beaucoup.